vraiment ravi de faire partie de cette magnifique audience. Et en fait, je suis doublement ravi parce que quand j'ai vu le post de Pierre, il parlait de bêtes de produits. Et je me suis dit, à quelle catégorie de bêtes je peux correspondre ce soir? Et je me suis dit, bon, dinosaure de l'Internet. Je pense que c'est quelque part, depuis 33 ans que je suis dans ce domaine. Il va y avoir beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je vais quand même faire un petit quiz pour savoir si c'est le seul dinosaure ou s'il y en a d'autres comme moi. Orange s'appelait comment avant, dans les années 96? Comment? Elle était simple, celle-là. Bon. Alors, avant Linux, il y avait une distribution, un éditeur dans le monde Unix qui était important. Avant Linux, parce que bon, là, on sent quand même que c'est une... Est-ce que vous connaissez le nom de la distribution? Pierre. Eh, c'est bon. Bah oui, mais voilà. Il y a 2 dinosaures dans la salle. Je suis très content, je suis pas tout seul. Donc ça s'appelait BSD, Unix, un vieux truc, qu'on retrouve au demeurant sur macOS maintenant, puisque c'est la distribution officielle de macOS. Mais bon, c'était pour dire que ça fait à peu près 33 ans que j'ai démarré ma carrière, d'abord en tant qu'ingénieur, plutôt spécialisé dans le monde des OS, et assez rapidement, je me suis mis au développement. Et quand j'ai codé en C, en C++, je sais, c'est des langages qui vous parlent peu, j'ai eu l'opportunité de coder sur ce qu'on appelle des cartes embarquées de télécommunications, et petit à petit, je me suis pris d'amour aux télécommunications, moi qui ai plutôt d'un diplôme d'ingénieur informatique, et télécommunications, arrivé 95, 96, arrivaient les infrastructures Internet, donc les infrastructures du numérique d'aujourd'hui. Et en fait, cette opportunité de codage de ce que j'ai fait nous a permis, moi et d'autres associés, à créer une entreprise qui s'appelait à l'époque ISDNet, qui a eu quelques années de développement en tant que start-up et qui a levé un certain nombre de millions, comme beaucoup de start-up, mais surtout qui a réussi à être un opérateur Internet à l'époque, dans les années 2000-2001, opérateur indépendant, quand je le compare à Orange ou à SFR. Et dans le cadre de cet opérateur, on a eu l'opportunité de faire une cession très importante de cet opérateur à Cable & Wireless, qui à l'époque c'était une entreprise de 80 000 personnes à peu près. On se retrouve cinquantaine de salariés dans un groupe de 72 000 personnes. Ça a permis en fait petit à petit de prendre une direction produit européenne, et là je découvre effectivement des gros enjeux produits dans cette boutique. Intégration de gros data centers dans le monde. Ça m'a permis d'apprendre aussi ce que c'est qu'un très grand compte comme Cable & Wireless. Et je ne suis pas resté longtemps parce que j'ai compris que l'innovation dans les grands comptes est un sujet complexe avec beaucoup de politique. C'était pas ma tasse de thé à l'époque. Et ce parcours m'a permis ensuite de créer d'autres startups, et dont une que je vais parler précisément aujourd'hui qui s'appelle B3G. Entre-temps et en parallèle, j'ai eu une activité, comme beaucoup d'entrepreneurs qui cèdent leur entreprise, de business angel, investisseurs, et de conseil en stratégie produit, stratégie vision. Et ça m'a amené sur mon dernier poste que j'ai eu récemment dans un campus d'innovation, qui est pas très loin d'ici, qui s'appelle The Camp, où là j'ai dirigé l'accélérateur de The Camp. On a eu à peu près une trentaine de startups qu'on a pu conseiller. Et par cet exercice, c'est vrai que le produit m'a toujours intéressé, parce que d'abord dans ISDNet, on a eu l'opportunité et la chance d'avoir ce momentum entre le produit, le marché qui a réagi très bien, et la technologie qui suivait. Donc il y avait tout ce sujet qui était émanant. Et intellectuellement, investir c'est bien, hein, je dis pas que c'est toujours très bien de gagner de l'argent, mais intellectuellement, le produit est un vecteur qui m'a toujours emmené dans ma carrière à parcourir un peu mes investissements et aujourd'hui ce que je fais. Et au demeurant, je voulais faire un petit snapshot sur les quelques éléments qui m'ont toujours passionné dans le produit. J'en décode 4, en tout cas moi je le vois comme ça. D'abord, un produit ça se design, j'ai entendu, ça se visionne, c'est pas quelque chose sur lequel il y a une méthodologie. J'ai beaucoup entendu parler de profs d'entrepreneuriat qui essaient de décoder comment animer l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et je trouve que la vision de départ n'est pas forcément quelque chose qui se codifie, mais qui est un brin artistique de savoir, de se dire qu'est-ce qui peut se passer sur une vision.
Ça, c'est vraiment un point. En 92, il y avait des gens qui prévoyaient Internet, qui ont parlé à des entreprises françaises et qui étaient totalement jetés dès le départ dans les discussions. Donc, la vision est un point important, la vision créative. Alors, la partie tech dans ses limites, la chance de faire un produit, c'est aussi de pousser la tech jusqu'au bout de ses limites. C'est vraiment quelque chose qui est pas simple parfois de faire qu'une équipe d'ingénieurs pousse le raisonnement, et on le voit dans les premières itérations avec les premiers prospects. Vous avez parfois des gens, non mais ça je sais pas faire, non mais ça la techno ne le fait pas. En fait, à chaque fois on s'aperçoit qu'au travers un produit, on peut aller jusqu'au bout et jusqu'aux limites qu'on ne sait pas voir si on fait de la pure technologie. Ça c'est vraiment un point important. Alors le scale, évidemment, quand on fabrique un produit, on pense tout de suite pas uniquement à son quartier, mais on pense à faire de préférence en local, voire en régional, national, voire parfois en Europe et à l'international. Et c'est vrai que c'est une capacité dans la technologie qu'on a fréquemment. Alors vous, les acteurs maintenant du growth hacking, vous le voyez dans les plateformes digitales. Mais c'est vraiment un point super intéressant de voir comment, d'une vision d'un produit, d'une stratégie, on arrive à avoir un vrai scale. Et c'est un sujet qui n'est pas parfois simple à modéliser, mais qui est un sujet fondamental. Alors le dernier point, c'est l'impact sociétal. Vous l'avez vu, hein, c'est pas voilà un produit d'une plateforme comme les GAFAM aujourd'hui. L'impact sociétal est énorme, voire culturel, voire d'usage, avec ce changement un peu parfois brutal de ce qui peut arriver. Et d'ailleurs, on parle de changement du monde, parce qu'à une époque, en tout cas de mon époque de dinosaure, le changement du monde, on l'utilisait quasiment jamais hein, comme terminologie. Et on en parle beaucoup maintenant. Mais c'est vrai que si on fait une petite rétrospective un peu de ce qui a changé le monde depuis des siècles, on peut se retrouver avec un vrai univers produit. Et cet univers produit a vraiment parfois changé le monde. L'illustration la plus profonde, qui peut me dire ce que c'est comme pièce, ça? Un moteur. Non, pas un moteur. Oui, j'ai entendu. Quoi? Un vilebrequin, merci beaucoup. Un vilebrequin. Alors, un vilebrequin, c'est quelque chose que tous les gens qui font des moteurs connaissent très bien, mais c'est un produit qui a été créé dans le XVIe siècle. Alors évidemment, vous faites du numérique, c'est pas très intéressant, mais c'était juste pour vous marquer un peu le changement du monde par rapport à un produit. XVIe siècle, il y a un inventeur qui crée le vilebrequin, mais qui crée au départ en se disant, c'est un inventeur, il crée cet appareil, en fait, il modifie d'une manière assez impressionnante un mouvement circulaire qui devient un mouvement vertical. Et en fait, il trouve son marché tout de suite, parce que le momentum qui est arrivé par rapport à la création de ce produit, c'est que les Provinces-Unies, ou donc à Amsterdam, où il y avait ce créateur, il y avait une dizaine de réfugiés qui venaient d'Anvers et de tous les cités à côté, qui se sont installés à Amsterdam pour aller concurrencer principalement les Portugais et les Espagnols sur la route des épices. Ils voulaient vraiment avoir eux aussi l'enrichissement au travers de cette route. Et en fait, ils n'arrivaient pas à faire des bateaux. Un bateau, ça prenait des mois et des mois à être construit. Et il fallait qu'ils aillent concurrencer une méga flotte qui était les Portugais et les Espagnols. Ce produit a révolutionné, juste ce produit leur a permis de faire des dizaines, voire des centaines de bateaux. Ça a permis aux Provinces-Unies, qui s'appellent maintenant la Hollande, d'être l'acteur mondial majeur du commerce au travers d'un seul produit. Donc, comment d'une vision produit on arrive, quand on trouve son marché, on a basculé des siècles d'histoire, 2 siècles où les Hollandais sont devenus un acteur majeur du commerce international. C'est au travers de cette illustration qu'on peut se dire que le momentum, la team, puisque là c'est un inventeur plus des commerçants qui se sont retrouvés à créer un mouvement planétaire. Qu'est-ce qui fait qu'au travers d'un produit aujourd'hui, et vous allez retrouver un peu cette notion de product to market fit, là on en illustrait un du XVIe siècle, aujourd'hui c'est vrai que les startups que je coach ou sur lesquelles je conseille
on va regarder systématiquement, on va vous poser toujours à peu près les mêmes questions, l'état de maturité de votre produit, est-ce que le marché est captif, est-ce que le marché vous allez prendre 5%, etc. Bon, tout ça c'est très bien. Moi je démarrais déjà par une distinction claire qui est, est-ce que vous êtes sur un marché disruptif ou est-ce que vous êtes sur un marché de développement? C'est-à-dire un marché disruptif, c'est clairement quelque chose qui, l'usage n'existait pas, voire la techno-produit n'existait pas, voire vous allez détruire quelque chose qui existait en termes de produits et de marché. Et est-ce que éventuellement votre produit existe en fait, il y a plein de plateformes qui font déjà, mais vous avez la singularité, l'originalité sur quelque chose, sur une feature qui va vous emmener à vraiment créer quelque chose sur votre marché. Alors, je vais évoquer assez rapidement 4 exemples dans l'un et quelques exemples dans l'autre. VMware, je pense que là vous connaissez, on n'est pas dans les dinosaures, mais VMware est un produit en 2004 qui est arrivé sur un marché inexistant puisque c'était la sacro-sainte, on ne touche jamais à un serveur. Vous allez voir un ingénieur de DevOps, vous lui dites je vais toucher à votre serveur pour mettre un petit machin pour faire de la virtualisation, c'était interdit. Donc ils arrivent sur un marché où les early adopters, il faut les créer. Et en fait, au travers de quelques expériences et quelques prospects, en France, le premier client, un de leurs premiers clients, c'était la Banque de France, qui a accepté la virtualisation de leur serveur. Pourquoi? Tout simplement pour les réductions budgétaires, puisque quand vous virtualisez, vous achetez moins de serveurs. Donc ça, c'est vraiment une disruption. Aller changer l'usage des ingénieurs DevOps pour expliquer que la virtualisation, face à un critère économique, vous mettez un VMware à l'intérieur et vous savez ensuite je dirais la réussite qu'a entrepris VMware, puisque c'est un des éditeurs majeurs dans le monde qui fait un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Ça vous donnera, ils n'ont pas suivi toutes les vagues d'innovation aujourd'hui, mais on va dire sur cette projection, c'était une disruption assez importante. Donc la team était importante, le produit, la tech était importante et les premiers early adopters. Il n'y avait pas de marché. On ne peut pas vous dire, mais attendez, c'est quoi votre marché? Non, mais il n'y avait pas de marché. AWS, dans la même logique, même si IBM nous a vendu pendant une dizaine d'années l'informatique à la demande, AWS l'a vraiment créé. C'est-à-dire AWS, en 2005-2006, ils ont mis une infrastructure qui est capable d'aller faire de l'informatique à la demande. Et surtout, ils sont allés choisir des prospects qui étaient des startups. Parce qu'en fait, ils se sont dit, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ces startups-là, ça va être les grands comptes de demain. Et c'est ça qui a fait changer la donne, puisqu'ils ont eu quasiment toutes les grosses startups qui sont maintenant, vous allez retrouver des gros acteurs sur AWS, comme Spotify, comme Netflix, etc., etc. Donc là aussi, vous êtes bizarrement sur une disruption du marché, un usage et vraiment une prise de risque majeure, mais sur lequel les early adopters sont un élément clé de votre processus. Airbnb, je parlerai à la fin de B3G, Airbnb qui là aussi était sur une disruption et des early adopters, qui a pris quand même du temps à se confirmer au départ, parce que je pense qu'ils ont passé à peu près 35 mois avant de valider leur modèle et de faire que dans cette itération, atteindre son product to market fit n'existait quasiment pas. Le marché, là aussi, un peu comme VMware, personne ne donnait en location sa maison parce que c'était pas un usage commun. Et en fait, ils ont disrupté ce marché par leur premier early adopter. Alors B3G, c'est une des sociétés que j'ai eu l'opportunité de créer qui a eu effectivement un sujet de disruption sur la partie produit. Alors évidemment, l'usage existait, on a juste reproduit la téléphonie sur IP qui existait chez Free pour le consommateur, mais qui existait quasiment pas dans le monde de l'entreprise et notamment de la PME. Donc on a créé cette entreprise avec une techno qu'on a développée en mode produit, qu'on a itéré avec les premiers early adopters. Et en fait, pourquoi la notion d'early adopter, elle est très importante pour cette atteinte de product to market fit dans une disruption majeure. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous démarrez à faire vos premiers 10, 15, 20 clients, que vous allez aller avec un plan financier, avec votre fonds d'investissement, votre business angel, votre VC, vous allez lui vendre une capacité de croître, de réussir votre marché sur 3, 5 ans, etc.
Et en fait, la valeur que vous allez lui vendre va dépendre du rythme du marché et de ses premiers early adopters. Si le rythme du marché que vous lui vendez ne s'adapte pas à l'acte de vente, bah vous êtes obligé ensuite de relever de l'argent, de vous diluer et à un certain moment de vous retrouver dans une posture où le marché n'a pas répondu à la vitesse du financement que vous avez proposé. Et c'est ce qui s'est passé dans notre boutique. On a levé sur 3 tours de suite plus de 32 millions, ce qui n'est pas un montant inégligeable. Mais en fait, les 3 tours, on est passé d'une structure de 8 personnes à 160 personnes. Mais le marché n'a pas réagi tout de suite. Le marché a pris 8 ans pour réagir. Or, quand vous vendez un business plan avec une valorisation parce que vos early adopters, parce que votre product to market fit, vous pensez que, en fait, il va réagir au bout de 3 ans, que vous vendez ça, que vous ne faites pas le vrai travail nécessaire de vous prémunir de ça et de ne pas tomber dans l'extrême joie de la valorisation, ouais, ma boîte vaut 40 millions, etc. Vous tombez dans une logique où le product to market fit n'est pas atteint. Ce qui s'est passé, c'est que B3G, ensuite, on a du coup vendu à la casse, entre guillemets, et C1, une société qui s'est créée par la même équipe que j'ai créée dans B3G, a repris simplement le produit, a continué le développement de son marché. Aujourd'hui, C1, c'est une société qui vaut 800 millions d'euros, qui a fait une levée de fonds de 75 l'année dernière. Donc, pour vous montrer un peu cette capacité que le marché a pris, au lieu qu'on a vendu un BP de 5 ans, il fallait vendre un BP de 10 ans, ce qui est à peu près le marché de la PME en France. Le deuxième sujet que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est plus la disruption, c'est plutôt le développement. Le développement, c'est sur un marché qui existe déjà. Vous vous rappelez quand est-ce que c'est arrivé le Bon Coin en France? Est-ce que vous êtes arrivé à peu près en 2007-2008? Qui était pionnier sur ce marché, qui avait quasiment 90% du marché de la petite annonce? Est-ce que vous vous rappelez de la boîte eBay? eBay était l'acteur eBay inondait le marché de la petite annonce. Pourtant, ils sont arrivés avec un produit, avec une simplicité du produit, une simplicité de l'interface. Et ils ont sur un marché de développement, sur des produits existants ou améliorés, vous avez pareil la même logique que sur la capacité d'atteindre un product to market fit, mais on arrive sur plutôt des améliorations, des features. Donc sur cette deuxième partie, quand vous êtes sur une plateforme, quand vous êtes sur un produit qui amène une dimension plutôt concurrentielle par rapport à un marché concurrentiel, là vous êtes plus sur une notion de création de marché, vous êtes plutôt sur une notion d'amélioration de marché. Et clairement, atteindre son product to market fit va dépendre de quelques éléments qui ont l'air simples comme ça, mais qui sont plutôt dans la features, dans la simplicité de l'UX. Il y a un certain nombre de choses qui font que vous allez disrupter le marché. Et parfois, c'est vrai, sur une longueur d'année, l'innovation de la même plateforme peut casser un certain nombre de concurrents qui existent déjà, et c'est ce qui s'est passé avec Le Bon Coin. Captain Train, là aussi, agrégation de billets de train. La petite histoire fait que SNCF n'a pas voulu leur vendre au départ au travers de leur apps, et ensuite ils ont couru puisque c'est devenu l'acteur majeur du marché. Donc vous êtes aussi sur un product to market fit où l'amélioration ou la création d'usages simples peut donner une dimension de scalabilité assez impressionnante. Et je cite Stéphane Marek parce que c'est assez amusant, ce développeur qui vend des cours autour de frameworks Big Data qui sont connus, qui s'appellent Kafka. C'est un produit qui est connu, où il y a plein de formations sur le marché. Il y a des formations d'éditeurs américains connus, Cloudera, etc. Bon, c'est quelqu'un qui réussit super bien dans son acte de vente. Il a créé un product to market fit à base de 10 € la formation et il cartonne. Pourquoi il cartonne? Parce qu'il a regardé un peu les socles de formation de ce qui existe, qui sont notamment beaucoup US, et qui a créé un produit hyper simple, hyper focus. Il a passé 2 ans à aller chasser son audience, il a trouvé son audience, et aujourd'hui c'est parmi les plus gros certifiants de Kafka sur AWS, par exemple,
comme univers de formation, c'est une très très belle histoire. Et enfin, la dernière histoire que je voulais... Est-ce qu'il y a des amateurs de bière dans cette salle? Ouais, il n'y a pas de problème, on peut être amateur. Et toujours dans le développement, paradoxalement, cette société a créé une communauté. Alors, moi, je viens d'un univers top-down où les communautés, je ne connaissais pas très bien. Et dans un business où le product to market fit existe depuis des décennies, enfin, vous connaissez la bière, quoi. BrewDog, qui est une toute petite boîte anglaise, quand on dit elle fait trembler, c'est qu'elle fait vraiment trembler les gros acteurs de l'industrie de la bière par sa capacité à créer une communauté. BrewDog a créé aujourd'hui 120 000 investisseurs qui sont investis dans cette boîte. Ils ont levé 95 millions de pounds sur le fait que cette marque, c'est pas une marque pour acheter de la bière, c'est une marque pour consommer des valeurs communes autour de la bière. Et ils ont des théâtres, ils ont des producteurs de films, ils ont tout un contenu et un contenu d'usage autour de la bière qui ont permis de fidéliser autour de valeurs et donc autour d'une communauté monstrueusement efficace partout dans le monde et qui permet d'avoir cette capacité à se dire, là aussi, product to market fit, nous avons une innovation qui vient sur une industrie existante, des produits existants, mais sur une niche de marché et sur une capacité à avoir l'idée qui disrupte, la petite feature qui disrupte. Et là, on voit la force de la communauté qui totalement disrupte leur marché de la bière artisanale. Alors, quelques suggestions pour finir. Je dis suggestions parce que, très sincèrement, je ne suis pas sûr qu'il y a une science du product to market fit. On ne se lève pas un matin avec une méthodologie particulière. Alors, évidemment, il y a un certain nombre d'intelligences collectives entre les fondateurs, mais je dirais que le duo gagnant pour moi, c'est d'avoir la bonne équipe déjà. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans les startups, quand on démarre, on peut shifter de business model à chaque fois, parfois. On peut ne pas être d'accord, on peut s'engueuler. Mais quand on a une équipe soudée avec une résilience et avec un objectif commun, on ne vient pas là pour se dire « Ok, on va lever des fonds pour vendre la boîte », par exemple. C'est pas suffisant comme valeur. Donc, quand on vient avec une équipe qui est résiliente, qui a des objectifs communs, qui a des valeurs communes et qui sait designer et visionner un produit, déjà, l'équipe, c'est un point fondamental. Pour moi, vous avez vu, j'ai pas dit le marché, j'ai dit l'équipe. Ensuite, évidemment, la capacité d'être innovant dans le produit. On l'a vu sur les différents cas, qui soit dans la notion de disruption ou qui soit dans la notion de développement de produits existants. Les early adopters, pour moi, c'est l'élément clé dans les deux cas et que vous allez probablement à chaque fois trouver. Trouver ces premiers early adopters, c'est un élément clé, comment les fidéliser, comment ils vont parler de vous, comment ils vont faire l'organique un peu de ce que vous allez faire. Et on le voit systématiquement, ces early adopters, plus on les bichonne, si le marché se développe, c'est au travers de ces early adopters que vous êtes. Alors, vous êtes, vous, je dirais des growth hackers ou des plateformes numériques, la capacité qu'on voit aujourd'hui dans cette croissance impressionnante au travers des plateformes fait que quand vous avez un produit bien fait dans le monde du digital, évidemment, avec des early adopters, vous êtes une capacité exponentielle d'un scale qu'on n'a pas forcément dans l'univers physique. Assez vite, en suggestion, passe par une petite matrice où parfois on itère un peu des questions entre nous quand on est un certain nombre de fondateurs. Alors il y a des petites matrices que vous allez trouver sur Internet. Celle-là, on l'a utilisée pas mal. C'est on se challenge entre nous, on se pose toujours les mêmes questions, mais on arrive petit à petit à se converger. Il vaut mieux toujours partir sur un certain nombre de produits simples, démarrant avec un produit simple et pas un produit compliqué avec 18 features. Le produit simple, c'est vraiment vendeur. Et benchmarker sa communauté. Bon, on l'a vu un peu sur BrewDog. J'utilise un autre exemple qui est très connu dans le monde
de la data. C'est Nathan Mars qui a créé une plateforme qui s'appelle Apache Storm, qui est en fait le socle de Twitter. Twitter n'a pu devenir Twitter que grâce à ce garçon qui a créé au départ ce qu'on appelle une plateforme asynchrone pour traiter du temps réel, mais qu'au départ, en fait, il ne savait pas si ça allait marcher. Il l'a broadcasté sur une centaine de copains, centaine de développeurs, gratuitement. Il leur a dit, voilà, j'ai ça dans les mains. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a permis d'interagir, ça a permis petit à petit de construire sa plateforme et ensuite de décider dans son modèle économique. Il avait une partie en open source, ensuite il a vendu un certain nombre de sujets à Twitter et à d'autres. Alors, je dis pas mal qu'il faut parfois ne pas écouter les prospects. Quand vous êtes sur un marché, il faut être à l'écoute, mais pas non plus se dire que ça ne va pas marcher parce que 100% de mes premiers prospects n'ont pas fonctionné. Parce que si c'était le cas, VMware n'aurait jamais fonctionné. Puisqu'au départ, quand vous essayez d'enabler un marché en disruption, il n'est pas simple parfois de convaincre un client. Je me rappelle avec B3G, quand on a démarré la téléphonie sur IP, on est allé voir tous les installateurs de téléphonie de PABX sur le marché principalement d'Île-de-France, qui ont à 90% déposé le bilan aujourd'hui, qui n'ont jamais cru à la voix sur IP pour les entreprises. Et quand on est allé les voir, ils nous disaient non mais c'est sympa, vous êtes sympa, mais en fait ça marchera pas jamais votre truc. Donc on les aurait tous écoutés, on aurait juste terminé un peu ce produit. Choisir sa distribution, directe ou indirecte. Alors sur les plateformes numériques, il y a plein d'usages sur l'indirect. On parlait d'affiliation, mais sur la distribution physique aussi, les statistiques en France donnent que 96% des entreprises françaises sont de moins de 50 postes. Donc la distribution de proximité est un point clé. Et il n'y a pas que les grands comptes, ça c'est un point important. Et alors dernier sujet en suggestion de thématique, c'est pas parce que c'est la mode qu'il faut miser sur l'impact, mais moi qui viens d'un monde où les critères d'impact n'existaient pas, tout simplement, quand on faisait des produits, quand on faisait de l'infrastructure diverses et variées. Bon, l'impact, on ne parlait pas de changement de monde, on ne parlait pas de développement durable, ni d'impact social. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus que des signaux faibles au niveau des sociétés. Et en termes de produits, les valeurs autour du produit, et BrewDog le montre très bien, je vous conseille de lire son bouquin, Le Fondateur, la notion de valeur est devenue un point clé dans le développement produit. On ne l'avait pas, on parlait de vision, de growth, etc. Aujourd'hui, moi, je rajouterais une cinquième paramètre, c'est qu'est-ce que je fais de ce produit et comment il va impacter le sujet sociétal. Voilà, merci de votre écoute.